Opposant actif au régime en place, Vital Kamerhe passe pour l'une des personnalités politiques les plus en vue de ces dernières décennies en République démocratique du Congo. Un statut qu'il dit assumer pleinement. C'est au lendemain de la prise des pouvoirs de l'AFDEL que ce jeune Turc s'est fait remarquer auprès de Laurent Désiré Kabila, qui les nomme commissaire général adjoint du gouvernement, puis commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix dans la région de Grand Lac. Premièrement, je commence par vous remercier, pas parce que vous nous avez bien reçus, mais parce que notre Kivu, avec tous ses habitants, accepte désormais la réunification du pays. Vos frères de Kinshasa vous respectent beaucoup. Nous sommes fiers de vous. Fin négociateur, Vital Kamerhe était de tous les rounds de négociations qui ont accouché à la réunification du pays à travers le gouvernement des transitions issu de l'accord global et inclusif. À l'interne, c'est lui qui prit le courage de conduire la caravane de la paix à travers le territoire national, occupé jusqu'ici par des rébellions. À Guadolite et Mbandaka, fief de Jean-Pierre Bemba, il faut que nous réunifions notre pays, que nous soyons ensemble pendant les 2 ans de transition dans les institutions que nous avons choisies de tous et que nous puissions organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Je souhaite une bonne continuation dans cette initiative qu'on a soutenue de la caravane de la paix. C'était nécessaire d'y adjoindre tout le monde, de faire participer toutes les délégations. Et Isiro, contrôlé par Roger Lumbala, tout comme dans les territoires restés sous contrôle du gouvernement de Kinshasa, c'est lui que la population appelle le pacificateur, est accueilli en triomphe. Après un passage au ministère de l'Information et Presse, Vital Kamerhe est nommé secrétaire général du PPRD, parti présidentiel dont il est l'un des cofondateurs. Mobilisateur hors pair, Kamerhe transforme ses partis en véritable machine électorale. Il fait les tours des provinces qu'il connaît bien pour y avoir passé sa jeunesse et maîtrise parfaitement les 4 langues nationales. Directeur des campagnes de Joseph Kabila à la présidentielle de 2006, Vital Kamerhe est l'artisan majeur de la victoire de Joseph Kabila. Lui-même est élu député national dans la ville natale de Bukavu avec plus de 100 000 voix. Si le président de l'Assemblée nationale a été accepté comme démocrate, ce n'est pas de manière hasardeuse, car à l'issue des affrontements armés entre les FARDC et les militaires qui sécurisaient l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba, du 20 au 23 mars 2007, Vital Kamerhe convoque une réunion avec les présidents de tous les groupes parlementaires pour condamner ces actes et présenter les condoléances aux familles éprouvées. La conférence des présidents déplore profondément les affrontements armés qui ont opposé dans la ville de Kinshasa, du 20 au 22 mars 2007, les forces armées congolaises à une partie de ces éléments affectés à la garde de l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien vice-président de la République. Lorsque les Congolais ont appris que les militaires angolais occupaient illégalement une partie de la République, plus précisément à Kayemba dans la province du Bandundu, les discussions vont dans tous les sens à Kinshasa. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire sera constituée et Vital Kamerhe pèsera sur la balance pour que Roger Lumbala, quoique député national de l'opposition politique, soit désigné président de la dite commission. La stupéfaction était totale au sein de la majorité présidentielle, mais le peuple avait trouvé son compte car le rapport de la commission Lumbala était voté à l'unanimité. Nous voulons qu'on nous donne tous les éléments du dossier pour que nous puissions décider
en connaissance des causes et éviter ce que l'honorable Matadi Nenga a dit, la débandade, c'est-à-dire entre les trois pouvoirs de sons divergents. Donc c'est l'unique façon de ramener toutes les institutions à prendre une position commune. Cette indépendance d'esprit lui vaut l'admiration d'autres démocraties du monde. Et grâce à sa dynamique diplomatie parlementaire, la RDC est rentrée dans les girons de pays de démocratie. Également les organisateurs, non seulement pour l'occasion qu'ils nous donnent pour échanger avec d'autres parlementaires venus de 4 coins de la planète, mais surtout pour l'honneur qu'ils font à mon pays, la République démocratique du Congo, en me désignant pour présider cette session qui porte sur les droits et la société de l'information. Face aux crises récurrentes à l'est du pays, Vital Kamerhe offre son expertise pour la recherche d'une solution durable. C'est lui qui prend l'initiative d'inviter tous les notables du Grand Kivu au Grand Hôtel Kinshasa en vue de préparer la tenue de la conférence des Goma dont il présidera le comité des sages. Il y en a qui ont dit que les FDLR ont été soulevés comme prétexte pour justifier toutes ces guerres qui se passent chez nous. Nous avons dit que la question n'a pas été oubliée et elle a été relevée dans les documents qui vous ont été distribués, mais en plus nous devons noter aussi que le gouvernement a proposé un plan qui a été accepté et par le Rwanda et par la communauté internationale. Lorsque les troupes étrangères entrent à Goma après des accords secrets signés avec le gouvernement à l'insu de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe ne cache pas son étonnement sur la radio onusienne. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Nous venons de suivre l'entrée sur le territoire congolais de militaires rwandais. En tant que président de l'Assemblée nationale, quelle est votre réaction? Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Tout ce que je sais est que l'Assemblée nationale avait adopté un plan de sortie de crise en octobre 2008. Et ce plan de sortie de crise avait été soumis au gouvernement sous forme de recommandations. Ce plan avait tracé le cadre de la normalisation de nos relations avec le Rwanda, c'est-à-dire l'établissement des relations diplomatiques. Ce plan avait prévu une grande action humanitaire pour subvenir aux besoins de nos populations en détresse. Ce plan avait aussi le volet politique pour dire, très bien, puisque le CNDP a des revendications d'ordre politique, trouvons alors un cadre à l'intérêt du pays ou à l'extérieur pour rencontrer ou examiner les cahiers des charges du CNDP. C'est ce qui était en train de se faire donc à Nairobi. Mais nous avons aussi retenu dans ce plan qu'il faut absolument arriver d'une manière ou d'une autre à éradiquer les ex-FAR interarmés. Mais nous avons dit on ne le fait pas n'importe comment. Conscient du fait que notre armée était minée par des problèmes divers sur lesquels je ne vais pas revenir maintenant, nous avions demandé et nous nous sommes entendus comme ça qu'une force régionale de la SADC, l'Angola ou tout autre pays, appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyé par la monnaie, puisse venir dans notre pays pour faire ce travail. Mais nous avons fait une petite concession en disant oui, pour rassurer nos voisins, ils peuvent avoir quelques éléments de renseignement qui vont voir comment les opérations sont en train de se dérouler sur le terrain. Ça, c'était pour montrer notre bonne foi. Mais nous avions demandé que s'il était possible de nous donner une force de type Artemis, ce serait une bonne chose, puisque c'est cela qui a amené la paix en Ituri. Et nous avions donc salué le fait que le Conseil de sécurité a décidé de renforcer la présence de la MONUC dans le Nord Kivu. Maintenant, vous me dites que les troupes rwandaises viennent d'entrer au Congo. Je préfère croire que c'est faux, que si c'est vrai, c'est tout simplement grave, parce que cela va soulever un certain nombre de questions. Beaucoup de questions qui se posent aux yeux de la population qui a vécu un peu la présence des troupes rwandaises. Est-ce que cela ne va pas poser des problèmes de cohabitation avec la population locale? D'abord, je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de questions que cette affirmation soulève. D'abord, la première question. Est-ce qu'il est envisageable que notre gouvernement puisse inviter les troupes rwandaises sur le territoire congolais alors que le même gouvernement est dans un processus de normalisation des relations diplomatiques avec les Rwandais? Est-ce que ce n'est pas là une façon de mettre la charrue avant le bœuf? La deuxième question, dans quel état d'esprit se trouvent nos populations qui vivent à peine de sortir de l'agression rwandaise?
est-ce que toutes ces cicatrices, toutes ces plaies qui ne se sont pas encore refermées, est-ce qu'on peut s'imaginer tous les drames qui restaient derrière l'agression rwandaise sur le territoire congolais, sur le plan de la population? Je crois que le gouvernement a un travail d'explication à faire. Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe dans le Nord Kivu pour éviter que cela ne se retourne dans un drame tout simplement que nous allons regretter. L'autre question, c'est de savoir comment ils vont faire pour distinguer les Hutus de l'ex-FAR interamoué, distinguer les Congolais des génocidaires rwandais qui viennent chercher sur notre territoire congolais. Nous nous posons aussi la question de savoir est-ce qu'on a pensé aux dégâts collatéraux, puisqu'une autre opération similaire est en train de se dérouler en province orientale. Maintenant, là, vous êtes en vacances parlementaires. Et comment vous allez faire maintenant pour demander des explications au gouvernement par rapport à tout ce que vous venez de dire? Nous allons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale tenir une réunion demain et nous allons voir comment convoquer le Premier ministre et les ministres concernés pour qu'ils nous donnent des explications. Nous pouvons, dans une réunion informelle, apporter l'information auprès des députés et surtout à l'ensemble de notre population. Et aujourd'hui, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qu'il faut rassurer la population qui voit déjà ces militaires rwandais. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme président de l'Assemblée nationale, mais aussi comme élu d'une des villes du Kivu? Moi, je crois que nous devons respecter cette population. Mais je voudrais d'abord inviter cette population de rester calme. Nous devons tout de suite et maintenant entrer en contact avec le gouvernement pour savoir si cela est vrai, quelles sont les mesures qui ont été prises pour protéger nos populations civiles. Et si jamais le gouvernement n'a pas de mesures concrètes ou que vous jugez salutaires pour la population, vous pouvez arriver à l'interpellation du gouvernement? Absolument, ça s'impose. Ça va de soi. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette prise de position va coûter son poste à la tête de l'Assemblée nationale. Et pour les faucons du régime, Kamere devait immédiatement démissionner du perchoir. Respectueux des lois, Kamere résistera à la pression de l'avance présidentielle et réussit à déposer les tabliers du perchoir devant la plénière. Puisque vous parlez au nom de mon parti, et mon parti m'a demandé de démissionner, et vous prenez la parole pour dire que nous pouvons nous représenter. Alors, nous sommes en train de jouer à quoi? Non, puisque nous pensions que nous avons été sanctionnés et que nous ne pouvons plus nous présenter. Mais il faut me le dire. Non, vous ne pouvez... Je peux devenir aussi candidat à ma propre succession. Vous ne pouvez... Il faut me le dire. Alors, il faut me le dire. Chose inutilement. Je suis au courant de tout ce que vous avez fait là. C'est une très bonne chose. Il faut que vous ayez le courage de me dire, Monsieur Kamere, nous n'avons plus confiance en vous. Vous ne faites plus désormais partie de notre famille politique. Vous ne pouvez plus gérer. C'est fini. Il ne faut pas aller. J'ai été très sportif. Je vous ai facilité la tâche. Quelqu'un c'est demain, il ne vous dit même pas quelle faute il a commise et vous voulez pousser jusqu'à dire que bon, vous expédiez les affaires courantes, vous êtes suspect, vous ne pouvez pas toucher à ces choses-là. Donc le bureau provisoire pouvait, lui, organiser notre élection, mais un bureau définitif sortant n'a pas le droit de le faire. Vous estimez que nous sommes moins importants que le bureau provisoire? Vous allez nous apprendre les droits administratifs dans cette salle? Non. Bezatoubi, non seulement du bureau provisoire président, il était candidat. Vous avez oublié, il était candidat. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas candidat. Parce que mon parti a dit que c'était une sanction. Mais le porte-parole de mon parti pour la motion vient me dire non, vous vous démettez parce que vous serez des candidats. Mais nous sommes en train de faire quoi? Vous pensez sincèrement que c'est parce que nous avons peur de perdre que nous ne sommes pas candidats? Non. C'est par discipline et par amour pour le pays. Alors il ne faut pas nous pousser jusqu'au bout. Soyons zen, soyons calmes. Et quelqu'un a dit ici, l'honneur et la dignité n'ont pas de prix. De la même façon que je vous ai dit pendant les vacances, vous ne me croyez pas, que je ne vais pas rendre les tabliers dans la rue, je les ferai devant mes pères, vous ne me croyez pas. Vous avez fait beaucoup de stratégies, dépensé beaucoup d'efforts, pour rien. Mais je suis venu démissionner. Maintenant, je vous informe que je vais organiser l'élection. Si vous voulez écourter les délais, vous pouvez l'écourter. Moi, je voudrais terminer le plus rapidement possible
et faire la remise et reprise. Alors, si vous allez dans cette démarche-là, commission électorale, bon, ces membres seront des extraterrestres ou bien des députés? Puisque je suis député aussi. Ce n'est pas parce que j'expédie les affaires courantes que je suis moins député que les membres de cette commission-là. Ils viendront d'où ces membres? De l'administration, je suppose alors. Un homme d'État est celui non seulement qui observe de façon scrupuleuse la Constitution et les lois de son pays, mais aussi et surtout celui qui est esclave de sa propre parole. C'est pourquoi, tout en vous remerciant pour avoir cru à l'action que nous avons menée ensemble ici, dans cette institution, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission sans débat ni vote. En 2010, Vital Kamerhe démissionne du PPRD et renonce de ce fait de son mandat de député national. Il crée son parti politique, l'Union pour la Nation congolaise, et attire des milliers de militants et sympathisants. Le tout premier congrès de l'UNC tenu à Kinshasa l'investit à la présidentielle de 2011. Résolution numéro 001, UNC premier congrès du 31 juillet 2011, portant désignation et investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle. Nous, membres de l'UNC, réunis à Kinshasa en premier congrès ordinaire du parti, vu le statut du parti, spécialement en ses articles 20, 21, 22, 23, 24 et 25, relatifs à la tenue du congrès, vu la décision numéro 021, bar UNC, bar PN, de 2011 du 23 juillet, portant convocation du premier congrès de l'Union pour la Nation congolaise. Vu le rapport précité, considérant la situation de pauvreté, criante des misères dont est victime le peuple congolais, suite à la mauvaise gouvernance, traduite notamment par le manque total de transparence dans la gestion de la chose publique et de la volonté affichée à servir la nation. Considérant la récurrente détérioration des conditions de vie du peuple congolais, prenons la résolution suivante. Article 1er. L'honorable Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la Nation congolaise, est désigné et investi candidat de l'UNC à l'élection présidentielle. Pèlerin infatigable, Kamerhe se lance à nouveau à la reconquête de l'arrière-pays. Son périple l'amène un peu partout et draine de nombreuses foules. À l'approche de l'élection présidentielle de 2011, Vital Kamerhe prend l'initiative de rassembler l'opposition en vue d'une candidature unique. C'est lui qui fait le pas vers les autres opposants.
et même à l'imiter, il est bien reçu chez Étienne Tshisekedi. Aux élections générales de novembre 2011, Vital Kamerhe termine en 3e position avec 8% des voix dans un scrutin marqué par des fraudes massives selon toutes les missions d'observation électorale ainsi que l'Église catholique locale. Ces scores est tout de même honorable pour un jeune parti, l'UNC, créé seulement 11 mois avant les votes et qui compte 18 députés au Parlement. Homme de loi, Kamerhe saisit la Cour suprême de justice pour contester le résultat. Nous, de l'opposition, et moi en tant que candidat président de la République, je me suis concerté avec mes pairs. Vous voyez ici, vous avez Félix Tshisekedi, vous avez Franck Diongo, vous avez Chaloupa, vous avez beaucoup, toute l'opposition est réunie. Nous nous sommes concertés, nous nous sommes dit, on a suivi des réactions d'abord à l'intérieur du pays. Les évêques, notre cardinal, Laurent Monseigneur, Monsengo Passigna. Beaucoup de déclarations de l'étranger qui disent qu'il y a crise au Congo. C'est déjà une grande victoire, qui reconnaissent que la vérité n'a pas été dite. Le cardinal l'a dit de façon claire aujourd'hui. Mais on nous demande de remplir une formalité pour ne pas donner prétexte à ceux qui veulent faire enjamber les étapes et de le faire. Et c'est comme ça que mon aîné, Étienne Tshisekedi, a dit, si l'un d'entre nous le fait, cela est valable puisque c'est suspensif de toute autre action au niveau de la Cour suprême. Je suis venu le faire par amour pour la nation congolaise, mais cela n'enlève en rien la détermination qui est la nôtre d'aller jusqu'au bout pour que la vérité, la volonté du peuple congolais, son choix triomphe. Moral à toute épreuve, Vital Kamerhe ne baisse pas les bras. Il continue sa lutte politique et ne ménage aucun effort afin de fédérer l'opposition et préparer l'alternance réclamée par la population à l'horizon 2016. Kamerhe est les tout premiers acteurs politiques à proposer un dialogue national selon un format paritaire. Le pouvoir finit par s'approprier l'idée mais décide de l'appeler plutôt concertation nationale. Le mode de désignation des participants ainsi que la prise de décision telle que proposée par le président Kabila ne donne aucune garantie. Bonsoir à tous, c'est au menu du Journal de l'Afrique. Le début des discussions à Kinshasa entre le pouvoir et l'opposition, mais ces concertations nationales sont boycottées par plusieurs opposants, dont Vital Kamerhe, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il est notre invité ce soir. Vital Kamerhe est notre invité ce soir. Donc vous avez boycotté ces assises à Kinshasa. Elles sont pourtant recommandées par l'ONU. Plusieurs pays, la communauté internationale soutiennent ces assises. Pourquoi décider de les boycotter? Non, l'ONU, je vous remercie beaucoup, l'ONU a recommandé autre chose. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est la résolution 2098 et qui prévoit à son point 14b que ces assises doivent se dérouler sous les bons offices du représentant spécial du secrétaire des Nations Unies et non pas un présidium nommé par le président Kabila. Maintenant, nous sommes en face d'un congrès de la majorité présidentielle. Nous voulons, et nous avons créé une coalition pour un vrai dialogue qui respecte les textes. Il est temps que nous prenions l'habitude de respecter les textes que nous avons ratifiés. Il faudrait que le médiateur, ce soit la représentante de l'ONU pour les Grands Lacs? C'est ça que vous souhaitez? Nous ne disons pas qu'il faut. Il faut qu'on respecte les instruments internationaux que notre gouvernement a ratifiés. Et là-dedans, c'est clair. C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et c'est pour un vrai dialogue, pas un congrès où les gens vont applaudir ou toucher des per diem. Nous n'assisterons jamais à une mascarade politique. Nous voulons maintenant que les leaders congolais puissent se surpasser et travailler pour le seul intérêt du peuple congolais. Pas de partage de pouvoir, pas de per diem. Voilà ce que nous voulons. Donc pas de discussion avec Joseph Kabila? Non, les individus m'intéressent peu. C'est le Congo avant tout. Kabila, Kamerhe, Tshisekedi, tout le monde, nous sommes petits par rapport au Congo et par rapport à la région des Grands Lacs, par rapport à l'Afrique. Relevons-nous, sortons de ce sommeil et amenons nos peuples respectifs vers la prospérité. C'est faisable. Dieu nous a donné beaucoup de ressources, mais nous sommes en train de tourner le pot, chacun dans ses petits calculs personnels. Et moi, je vois le Congo d'abord. C'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la stabilité dans la région des Grands Lacs, c'est la coopération régionale. Vous avez été candidat à la précédente élection présidentielle. Vous serez candidat également en 2016, vous avez dit? Oui, mon parti persiste et signe. Et la plupart des peuples congolais me demandent, compte tenu de la tricherie qu'on a constatée la fois passée, m'encourage d'être candidat, je serai candidat. Et nous y réfléchissons déjà. Pendant que les gens sont en train de discuter sur le sexe des anges, nous allons de l'avant. Parce que le mandat de Kabila prend terme le 19 décembre 2016
à minuit. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Touche pas ma constitution, sinon il faut marcher sur le cadavre des Congolais. Kamere propose une alternance à ces travaux et lance le 5 septembre 2013 la Coalition pour le vrai dialogue CVD. Plusieurs partis de l'opposition y adhèrent, dont le RCD KML de Mbusa Nyamwisi et l'UDEMO de Nzanga Mobutu, deux anciens candidats présidents de la République. Et puis, la CVD va faire alliance dans une autre plateforme politique dénommée Sauvons la RDC. Depuis l'annonce du gouvernement dit de cohésion nationale en contrepartie de la participation aux concertations nationales, seule la CVD ainsi que Sauvons la RDC sont les porte-voix de l'opposition congolaise et n'hésitent pas à prendre des positions face au pouvoir qui prépare un troisième mandat à Joseph Kabila. Janvier 2014, Vital Kamerhe relance son initiative de la caravane de la paix sur l'ensemble du territoire national avec comme point de départ les provinces de l'Est. Le pouvoir multiplie les obstacles en vue d'empêcher Kamerhe de communier avec la population meurtrie de l'Est du pays. Une saga judiciaire est alors lancée contre lui pour une affaire liée aux conflits électoraux de 2011. Il se voit déguerpir de sa résidence qu'il louait en bonne et due forme à l'État congolais depuis plusieurs années et par deux fois. Kamerhe et sa suite sont empêchés de prendre l'avion pour l'Est du pays pour des raisons inavouées. Après plusieurs ratés, la caravane de la paix est enfin en marche. À Goma, première étape de son périple, Kamerhe et sa suite sont accueillis en triomphe. Magasins fermés, activités paralysées, la population vient ovationner les pacificateurs. La même effervescence sera observée à Nyiragongo, territoire frontalier de la ville de Goma. Dans les villes de Beni et Butembo, la population est restée aussi mobilisée pour écouter le message de paix, de compassion et de réconfort du président de l'UNC. L'apothéose de cette mobilisation sera sa ville natale de Bukavu. Où la population est restée mobilisée malgré la longue séparation depuis les dernières élections de 2011. Ici aussi, Kamerhe est porté en triomphe. Malheureusement, au moment où la population venue de partout s'était donné rendez-vous à la place de l'indépendance, réservée pour son meeting, les forces de l'ordre décident de tirer en direction de la paisible population, puisant des balles réelles et bombes à gaz lacrymogène. Ce crépitement de balles va durer plus de 2 heures, plongeant la ville de Bukavu dans un couvre-feu de fête. Dans cette confusion, un militaire a tenté de mettre fin à la vie de Vital Kamerhe en le poignardant. Le leader de l'UNC a eu la vie sauve grâce à l'interposition d'un de ses assistants qui s'en est tiré avec 4 coups de baïonnette au crâne et à la bravoure de ses gardes du corps qui n'ont pas riposté aux tirs nourris des forces de l'ordre. Entre-temps, des blessés graves luttent entre la vie et la mort dans différents centres hospitaliers de Bukavu. La MONUSCO établit un bilan provisoire de 45 blessés. D'autres sources parlent en plus de 5 morts. Pendant que le pouvoir à Kinshasa minimise les drames, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, ainsi que l'Union européenne publient des communiqués pour condamner cette répression injustifiée.
Cette situation dramatique amène Vital Kamerhe à suspendre la caravane de la paix, le temps pour lui d'aller d'abord au chevet des victimes de la démocratie. Ces natifs de Bukavu n'oublient pas non plus ses sœurs victimes de violences sexuelles traitées à l'hôpital de Panzi. Toute cette série d'événements déplorables n'est pas de nature à ébranler les morales de cet acteur politique, déterminé à poursuivre sa lutte politique. Vital Kamerhe, conscient des dangers de ces chemins parsemés d'embûches, il croit à juste titre que l'alternance au Congo ne sera possible que grâce aux efforts, non pas seulement d'un seul individu, mais à la synergie des forces acquises à la démocratie. Son parti, l'UNC, l'a déjà compris et matérialise au jour le jour ses mots d'ordre. Des sessions de formation des cadres s'intensifient et la restructuration du parti donne déjà ses premiers fruits. À l'interfédéral de Kinshasa, chaque week-end, ce sont des milliers de militants qui adhèrent par groupe. En province, un premier cadre de concertation de l'opposition est opérationnel à Bukavu et regroupe des leaders des plus grands partis politiques de l'opposition. À son actif, ces cadres de concertation comptent 4 meetings populaires. Tout compte fait, Vital Kamerhe croit aux potentialités de son pays qui a seulement besoin d'un leadership rassembleur et visionnaire. Faire de la République démocratique du Congo le Brésil de l'Afrique reste le credo du pacificateur Kamerhe. Pour les Congo de demain, le président de l'UNC croit fermement à l'union des intelligences congolaises, qu'elles viennent de l'actuelle majorité au pouvoir, de la dynamique diaspora, tout comme de la société civile. Il propose déjà aux législateurs la proposition de loi impersonnelle portant statut des anciens présidents de la République. Comme quoi, pense-t-il, il existe une vie après la présidence de la République.